La toute nouvelle première ministre du Japon vient de rendre la Chine extrêmement furieuse. Lors d'une audition parlementaire le 7 novembre, Sanae Takeuchi a déclaré, à propos d'un éventuel blocus chinois de Taïwan, que si des navires de guerre étaient utilisés et d'autres actions armées engagées, elle estimait que cela pourrait constituer une crise menaçant la survie du pays. La Chine a réagi avec véhémence, émettant des protestations officielles, des menaces et un avis de voyage déconseillant tout déplacement au Japon. Même les marchés boursiers réagissent désormais négativement. Pour discuter de ce qui se passe et expliquer pourquoi cette déclaration pose un problème aussi grave, nous recevons la Dog Joanna Lei, ancienne parlementaire de la République de Chine, c'est-à-dire le gouvernement de Taïwan, et grande amie de la paix et de la réconciliation sino-chinoise. Joanna, bienvenue à nouveau. Merci Pascal. Tu as choisi le bon moment pour aborder un sujet très sérieux. C'est un sujet vraiment très sérieux en réalité. Et je suis assez surpris par la tournure que tout cela a prise. Pouvez-vous peut-être nous dire d'abord ce qui s'est exactement passé et pourquoi la Chine réagit de cette manière? Je pense qu'il y a plusieurs points vraiment importants. La déclaration de Takeuchi est sa déclaration officielle en tant que première ministre devant la Diète, et c'est aussi la première fois que le Japon s'éloigne d'une forme d'ambiguïté stratégique pour faire une déclaration très claire, selon laquelle ce qui se passe à Taïwan ou dans le détroit de Taïwan, même dans une situation de blocus, constituerait une menace pour la survie du Japon. Cela donnerait au Japon le droit d'intervenir militairement. Ce sont donc là des premières. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale ou ces dernières années qu'un tel événement se produit et est officialisé à la Diète. La Chine a donc réagi vivement. Le DPP de Taïwan, la faction pro-indépendance et pro-japonaise, a réagi avec jubilation. Je pense donc qu'il y a de vraies raisons de considérer qu'il ne s'agit pas simplement d'un incident diplomatique. Et pour le Japon, l'expression « situation menaçant la survie » signifierait que le Premier ministre pourrait déployer les forces d'autodéfense, également dans le cadre d'une défense collective avec d'autres alliés, c'est-à-dire les États-Unis et Taïwan. La Chine déclare désormais officiellement qu'il s'agit d'une manière inadmissible d'interférer dans les affaires intérieures chinoises. Pensez-vous que les Chinois réagissent de manière excessive? Ou fallait-il s'y attendre? Je pense qu'il existe de profondes blessures historiques causées par l'expansion militaire japonaise vers la Chine à partir de 1895, puis de nouveau entre 1931 et 1945. Ces guerres ont laissé à la Chine, qu'il s'agisse de la dynastie Qing ou du gouvernement actuel, des cicatrices profondes que cette simple déclaration a rouvertes. De plus, ils ont été très prudents. Ils ont expliqué aux gens ce que signifiait être considéré comme une menace pour la survie, car le Japon a déjà utilisé ce terme dans le cadre de son agression passée contre la Chine et lors de la situation de Pearl Harbor. Ainsi, une fois ce terme employé, en liant le détroit de Taïwan et la situation à Taïwan à la menace pour la survie du Japon, cela envoie un signal très fort d'une possible intervention militaire. Et cela, bien sûr, est quelque chose que nous n'avions encore jamais entendu. C'est pourquoi il est forte et décisif. Ce qui, selon moi, n'est pas clair ici au Japon, et probablement ailleurs non plus, c'est à quel point il est blessant pour les oreilles chinoises d'entendre cette expression « crise menaçant la survie » ou « crise existentielle », car elle renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Pourriez-vous en parler un peu? En réalité, avant la grande confrontation militaire de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a utilisé cette idée de menace pour la survie comme justification pour lancer des attaques militaires contre la Chine.
À partir de là, on peut comprendre que la Seconde Guerre mondiale, qu'on la considère comme une période de 14 ans ou de 8 ans, a causé plus de 30 millions de victimes ou de morts en Chine, ainsi qu'une destruction massive des biens et des infrastructures. Cela a donc servi d'avertissement réel pour le Japon afin qu'il ne mène plus d'agressions militaires contre d'autres régions de la zone Asie-Pacifique. Et c'est précisément pour cette raison qu'après la guerre, le Japon a adopté une soi-disant constitution pacifique, rédigée à l'époque par le commandement général américain. C'est également pour cette raison que le Japon possède l'article 9 dans cette prétendue constitution pacifique. Ainsi, lorsque Takeshi déclare cela à la Diète et laisse entendre qu'elle envisage de modifier d'autres clauses et lois connexes concernant l'armée, cela envoie le signal que le militarisme qui hantait autrefois l'Asie dans le passé du Japon semble renaître. Et cette résurgence a provoqué d'énormes ondes de choc en Chine. Une chose que Takaichi n'a pas faite depuis qu'elle est devenue la nouvelle première ministre, c'est de se rendre au sanctuaire Yasukuni, le sanctuaire des criminels de guerre. Elle a envoyé des fleurs au lieu de s'y rendre, mais elle n'y est pas allée elle-même. Comment expliquez-vous qu'elle utilise maintenant une telle rhétorique au Parlement? Eh bien, elle a certainement acquiescé en ce qui concerne la visite au sanctuaire Yasukuni. Nous avons maintenu cette position. Tant les habitants de la RPC que ceux de Taïwan, dont les gouvernements ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, ont longtemps insisté sur le fait que ces 14 criminels de guerre de classe A sont la raison pour laquelle nous rejetons toute visite de politiciens japonais au sanctuaire Yasukuni. Je pense donc que Takaichi comprend la gravité de cela et elle a acquiescé. Cependant, elle a un plan à long terme, à la fois dans sa campagne et dans ses actions en tant que première ministre, pour, je cite, « normaliser le Japon ». Cela consiste à faire des forces d'autodéfense du Japon une armée à part entière, en levant les restrictions sur leur expansion au-delà des 4 îles principales, et elle envisage de rétablir des lois liées à l'usage de pouvoirs nucléaires. Tous ces éléments envoient des signaux très forts indiquant qu'elle croit suivre une destinée. Elle peut adopter différentes approches, parfois céder, mais cette nouvelle déclaration, surtout faite à la Diète, a envoyé un signal très fort et sert d'avertissement aux pays de la région Asie-Pacifique qui furent autrefois occupés ou contrôlés militairement par le Japon. L'un des aspects frustrants de ce commentaire, c'est qu'il a été formulé en réponse à un parlementaire de gauche qu'il avait justement interrogé sur la question et souhaitait qu'elle réponde par la négative. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a répondu par l'affirmative et a tenu cette déclaration. Prend-on également en compte le fait que cela s'est produit en réponse à une question posée à la Diète? Ou bien les Chinois, notamment sur les réseaux sociaux, l'interprètent-ils comme une provocation intentionnelle issue d'un plan délibéré pour provoquer? Eh bien, je pense que nous devons examiner la séquence des événements. On pourrait interpréter la déclaration initiale comme une réaction, cela aurait pu être une mise en scène ou une sorte de collaboration entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, il y a eu de nombreux rapports et situations où la Chine lui a demandé peut-être de retirer ou de reformuler la déclaration et elle a refusé de le faire. Avec la pression diplomatique d'abord exercée à la fois au Japon et à Pékin, ainsi que les avis de voyage qui ont suivi, et les nouveaux exercices militaires et de missions dans les territoires maritimes voisins, tout cela montre à quel point la situation pourrait être grave et sérieuse.
Mais il n'y a eu aucun retrait de sa part, ni de la part de son parti, et il ne semble y avoir aucun changement de position. Il est donc possible que la déclaration initiale ait été une mise en scène, mais les réactions successives, les unes après les autres, vague après vague, semblent indiquer qu'elle reste fermement attachée à cette position. Oui, c'est tout à fait vrai, car il n'y a eu, comme vous l'avez dit, aucune tentative de revenir sur ces propos, même après qu'il soit devenu évident à quel point ils étaient interprétés de manière sévère par l'autre camp. Une chose de plus, un ami chinois m'a dit que, du point de vue chinois, il s'agit du Japon qui s'immisce inutilement dans un problème qui n'est pas le sien. L'interprétez-vous ainsi vous aussi? Eh bien, cela indique certainement ce qui pourrait se passer à travers le détroit de Taïwan. Il faut prendre en compte ce que fait Taïwan, en particulier le gouvernement de Tsai Ing-wen. À Taïwan même, la réaction est clairement divisée. Une partie est extrêmement accueillante et enthousiaste, tandis que l'autre est inquiète et estime que cela pourrait causer d'énormes problèmes pour nos relations à travers le détroit de Taïwan. Lai Ching-te a longtemps soutenu que l'âge d'or de Taïwan remontait à la période de la domination japonaise, et ses propositions d'indépendance reposeraient en partie sur le soutien militaire des États-Unis et du Japon en cas de mouvement, de proclamation ou de démarche vers l'indépendance de Taïwan, ainsi qu'en cas d'agression militaire de la part de la RPC. Ainsi, lorsque Takayoshi s'est directement inscrit dans cette logique, Lai Ching-te, son gouvernement et certains de leurs partisans, adoptant eux aussi une position royaliste, pro-japonaise et nostalgique de l'époque coloniale, ont accueilli cela avec jubilation. Il n'est donc pas surprenant que la Chine y voit un soutien indirect, voire explicite, à un mouvement ou à une revendication d'indépendance de Taïwan, puisque c'est exactement ainsi que cela a été perçu à Taïwan. La situation est à mon avis encore plus compliquée par le silence relatif des États-Unis qui ne cherchent pas à dire quelque chose comme « s'il vous plaît, calmez le jeu ». Les États-Unis semblent simplement, vous savez, laisser faire. Car, évidemment, une détérioration des relations entre Tokyo et Pékin est directement favorable à Washington. Comment pensez-vous que les Chinois prennent cela en compte dans la réponse qu'ils donnent actuellement? Eh bien, si l'on remonte à l'origine de la Constitution pacifiste et à l'article 9, celle-ci visait précisément à empêcher le Japon de prendre toute initiative, déclaration ou action susceptible d'inciter d'autres pays de la région Asie-Pacifique à une escalade militaire. Donc, si cette situation a suscité une opposition aussi forte, il est sans doute naturel que la RPC s'attende à ce que les États-Unis fassent une déclaration quelconque. Mais ils ne l'ont pas fait. Je pense que ces dernières années, à partir de l'ère Biden, les États-Unis ont progressivement assoupli les restrictions concernant l'expansion militaire du Japon. Ils acceptent désormais le Japon non seulement comme base pour leurs atouts stratégiques les plus importants, comme le F-35, mais aussi en lui permettant d'intégrer la chaîne d'approvisionnement militaire, de l'ensemble du dispositif américain. Il est donc peut-être interprété que le Japon n'agit pas dans le vide. Elle agit peut-être avec la compréhension implicite, voire la reconnaissance ou même l'encouragement des États-Unis afin de présenter une force militaire plus puissante pour rééquilibrer le pouvoir dans le Pacifique. Car nous savons tous qu'après le 3 septembre, les gens comprennent désormais à quel point le renforcement militaire de la RPC a été important, surtout au cours des 4 ou 5 dernières années. Ainsi, entraîner ou pousser le Japon vers une forme de rééquilibrage, tout comme impliquer la Corée du Sud dans un développement de sous-marins nucléaires, serait peut-être dans le meilleur intérêt des États-Unis.
Cela renforcerait ses alliés régionaux sans entraîner de dépenses militaires supplémentaires. Tout cela est donc pris en compte, et le silence américain est probablement interprété comme une forme de compréhension ou comme un encouragement tacite, une incitation silencieuse pour que le Japon aille dans cette direction. Qu'avez-vous vu sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les médias sinophones à Taïwan et sur le continent, concernant la manière dont cela est présenté actuellement dans la sinosphère, au sein des médias de langue chinoise? Je veux dire, d'après ce que me disent mes amis chinois, c'est un sujet énorme. Ce n'est pas simplement une querelle de plus entre gouvernements. Cela touche vraiment à certaines peurs fondamentales des Chinois. Ce sur quoi Taïwan est divisé, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que certaines personnes pensent réellement que le Japon n'a pas à intervenir dans la situation du détroit. Avec un Japon soutenant si fermement Taïwan, de la même manière qu'il appuie le mouvement indépendantiste, cela pourrait réduire la marge de manœuvre de Taïwan pour élaborer sa propre stratégie et sa propre politique afin de gérer les relations avec les habitants de l'autre côté du détroit de Taïwan. Voilà donc un camp, celui des inquiets. L'autre camp, celui des enthousiastes, a déclaré « Très bien, c'est fantastique » et a affirmé qu'il s'agissait du soutien le plus franc et le plus direct au régime actuel de Lai Ching-te. Lai Ching-te a d'ailleurs demandé à tout le monde de se mobiliser, de renforcer notre appui à une expression aussi forte de soutien à Taïwan. Voilà pour Taïwan. Mais en Chine continentale, je pense que la réaction, du moins la réaction officielle, du gouvernement central aux gouvernements locaux, des médias centraux aux médias locaux dans tous les types de canaux, est unanime. En substance, nous n'avons pas oublié le sang versé pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre sino-japonaise. Comme je l'ai dit plus tôt, plus de 30 millions de personnes ont été blessées ou tuées. Ces morts et ces victimes ne doivent pas être oubliées. Et n'oublions pas non plus qu'en 1895, la première guerre sino-japonaise a conduit à la colonisation de Taïwan. Pendant ces 50 années, de 1895 à 1945, après la Seconde Guerre mondiale, Taïwan a été rendu rapatrié à la Chine. Mais ces 50 années sont en réalité la cause profonde du mouvement séparatiste actuel de Taïwan vis-à-vis de la RPC. Durant ces 50 années, la première étape fut celle de l'agression militaire et des massacres massifs à Taïwan. De nombreuses personnes furent tuées, les estimations variant entre 400 000 et 600 000. La deuxième étape concernait la domination par le pouvoir administratif, afin d'inculquer et d'acculturer la population taïwanaise pour la rendre plus semblable aux Japonais. Et la troisième étape fut la soi-disant royaliste. À cette époque, certains Taïwanais furent enrôlés dans l'armée japonaise, tandis que d'autres reçurent des privilèges pour faire partie de la domination japonaise plus large ou de l'anneau d'influence dans le Pacifique. Ainsi, les trois étapes restent visibles à Taïwan, mais la ligne actuelle du gouvernement ne célèbre que la deuxième et la troisième partie. Ils ignorent clairement la première partie, le massacre de masse. En ce sens, pour le Japon et Taïwan, il existe une affinité culturelle très forte, surtout du point de vue de Lai Ching-te. Ainsi, la déclaration de Takeishi est perçue non seulement comme un soutien politique ou militaire au régime actuel, mais aussi comme une validation culturelle et historique de l'identité propre de ces Taïwanais qui, à mon avis, ont idéalisé une période glorieuse de la domination coloniale japonaise. Comment voyez-vous la situation évoluer? Que la Chine publie un avis de voyage déconseillant aux gens d'aller au Japon et que les compagnies aériennes offrent des remboursements aux touristes chinois. C'est une mesure considérable.
Cela rompt, vous savez, les liens entre les peuples, n'est-ce pas? Et cela a des conséquences non seulement économiques, mais aussi sur la manière dont ces pays interagissent entre eux. Cela change les choses. Comment voyez-vous les choses se développer? Le Japon intensifie sa pression et ses mesures coercitives sont utilisées de manière très sélective. La Chine n'a réagi à aucune d'entre elles, donc je m'attends à une escalade. Un autre fait historique est que la guerre de 1895 n'a pas seulement cédé Taïwan à la domination coloniale du Japon, mais a également donné au Japon une énorme quantité d'argent qui a financé son industrialisation et sa modernisation. Par conséquent, le Japon a pu construire une machine de guerre contre la Chine. Tout cela ensemble rendra le gouvernement chinois extrêmement prudent. Il n'acceptera pas une tactique du salami, une résurgence progressive du militarisme japonais. Par conséquent, je m'attends à ce qu'ils augmentent leur pression de différentes manières, sous différentes formes, jusqu'à ce que Takeichi revienne effectivement sur sa déclaration. Mais tu comprends mieux le Japon que moi. Ce serait une énorme perte de face, donc elle doit être intelligente. Si elle s'en tient à sa position actuelle, elle va entraîner le Japon dans une zone très dangereuse. Oui, elle le fera. D'un autre côté, elle ne peut pas reculer sur ce point. Donc, la seule issue serait un changement de Premier ministre, où le suivant pourrait atténuer la situation, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, car elle est extrêmement faible. C'est un gouvernement de coalition, et elle n'a pas de majorité. Il ne semble pas qu'elle soit sur le point de perdre pour l'instant, mais elle n'est en fonction que depuis un mois. À ton avis, à quoi va ressembler la réaction des pays voisins maintenant? Madame Takaichi, par exemple, a proposé un traité de paix avec la Russie. Donc elle a essayé d'adopter une attitude de réconciliation envers la Russie. Penses-tu qu'il en sortira quelque chose? Eh bien, si l'on considère les choses dans les grandes lignes, de très grandes lignes, il pourrait y avoir deux coalitions fortes en Asie. L'une serait le Japon et les États-Unis, et l'autre la Chine et la Russie, même si elles ne sont pas formellement alignées, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'alliance militaire à proprement parler. Cependant, lors des exercices militaires, elles coopèrent réellement côte à côte, et leur interopérabilité est extrêmement solide. Je ne peux donc pas imaginer la Russie accéder à la demande du Japon sans consulter la Chine, surtout en ce moment. Je m'attends donc à ce que Takaichi subisse beaucoup de pression. Non seulement une pression croissante de la part de la Chine concernant sa déclaration selon laquelle Taïwan est lié à la survie du Japon, mais aussi à propos des 4 îles du Nord. Qu'en est-il des îles situées entre la Corée et le Japon? Ce sont des différends territoriaux. Et le Japon possède les îles Senkaku, connues sous le nom d'îles Diaoyu en Chine, donc il y a aussi ce différend. Il existe donc de nombreux différends déjà en cours, auxquels s'ajoute un nouveau, celui de Ryūkyū ou Okinawa. Une nouvelle première ministre sans véritable soutien intérieur, autrefois très populaire, mais dont l'appui s'amenuise. Et ses partisans semblent être principalement de jeunes gens, avec peu de mémoire historique ou de compréhension de ce qui s'est passé dans le Japon en temps de guerre. Mais sans un soutien extrêmement solide, affronter une crise internationale aux multiples facettes serait un désastre pour n'importe quel Premier ministre. Alors imaginez, si les 4 îles du Nord ont un problème, si les îles Sakhalines ont un problème, si avec la Corée l'île a un problème, si les îles Senkaku ou Diaoyu ont un problème, et si Ryūkyū a un problème, comment ce Premier ministre pourrait-il faire face à tous ces défis sur autant de fronts? Je pense que sa meilleure stratégie reste de trouver un moyen de redescendre, d'atténuer le langage actuel et, d'une manière ou d'une autre, de transformer cette déclaration en un revirement. Vous êtes également allé au Japon.
et vous connaissez la région. Partagez-vous mon impression que le Japon n'a pas suffisamment de conscience historique quant à la manière dont la Seconde Guerre mondiale est commémorée ailleurs. Parce que, permettez-moi d'ajouter une chose, le pacifisme japonais est, ou du moins était, assez fort. Mais cela signifie que beaucoup de gens associent désormais la mort uniquement à la guerre. La mort survient à cause de la guerre. Le Japon ne dit pas « les morts en Chine sont dus à nos soldats ». C'est simplement « c'est arrivé à cause de la guerre ». Des Japonais sont morts à Hiroshima, des Chinois sont morts à Nankin. C'est la guerre. Et cela conduit à un manque de compréhension de la manière dont cela est perçu de l'autre côté. Êtes-vous d'accord? Oh, absolument. Je pense qu'il existe un effet de cohorte très marqué. Si vous êtes né avant la guerre, peut-être avez-vous maintenant plus de 80 ans, vous auriez une compréhension directe et pourriez avoir tiré vos propres conclusions. Mais les personnes nées après la guerre, celles qui ont aujourd'hui dans les 60 ou 70 ans, voire dans les 50 ans, adoptent souvent une position différente. Elles peuvent dire que, même si elles comprennent l'agression du Japon envers d'autres pays et territoires de la région, ce sont les militaristes qui en étaient responsables, et que cela n'a rien à voir avec le Japon d'aujourd'hui. En d'autres termes, la guerre et la mémoire au Japon sont séparées par un gouffre. Ils se souviennent sélectivement de l'Holocauste nucléaire et du bombardement de Tokyo, mais négligent délibérément l'agression initiée par le Japon, par son armée, ses soldats et ses généraux, qui a causé d'immenses souffrances à d'autres peuples de la région. Cette sélectivité, selon les tranches d'âge, est particulièrement visible chez la plus jeune génération. Vous savez, les personnes qui soutiennent Takashi Ishii, celles âgées de 18 à 34 ans, constituent plus pour le solide. Et que ça, c'est le que le Japon a fait pendant la guerre. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité claire, une compréhension claire ou une acceptation de la responsabilité, comme chez les anciens alliés de l'Axe du Japon. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne a reconnu sa responsabilité dans la guerre et a pris des mesures fortes pour rendre le pays responsable vis-à-vis des autres évolutions en Europe. Mais le Japon a bénéficié d'une position protégée, délibérément, par les États-Unis, afin de servir de fer de lance asiatique pour les États-Unis. Et par conséquent, beaucoup de gens sont à l'abri de la véritable mémoire de la guerre. Ils n'ont pas accepté la responsabilité, et le gouvernement non plus n'a pas été tenu pour responsable. De plus, une chose encore, le Japon a dû faire face au défi d'être occupé par son ancien ennemi. Et si l'on continue à se concentrer sur ceux qui vous ont bombardé, alors naturellement, il faudrait se concentrer sur les États-Unis. Mais au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la guerre. C'est mal, la guerre, c'est mal, la guerre, c'est mal. Cela élimine la culpabilité. Ce que les Allemands ont fait, c'est affronter la question de la culpabilité. Quelque chose que les Japonais ont largement évité. Pas complètement, mais en grande partie. Et cela revient maintenant nous hanter. Où voyez-vous une issue raisonnable à cela? Pensez-vous que nous ayons besoin d'une nouvelle discussion sur l'histoire? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un véritable rappel complet et nuancé de ce qui s'est passé. Vous savez, je suis vraiment désolée que nous en parlions. J'ai quelques amis japonais très âgés, d'environ 90 ans, qui appartiennent à la génération d'avant-guerre et comprennent ce que le Japon a fait. Ils étaient très désolés pour la douleur et la souffrance que le Japon a causée à la Chine. Mais cette génération disparaît rapidement. Désolée de le dire. La nouvelle génération n'éprouve aucun remords moral, ni aucune compréhension morale de cette culpabilité et de cette responsabilité. Donc votre remarque est tout à fait pertinente. Mais je pense que le problème vient en partie de la situation à travers le détroit.
partly because of the cross-strait situation. The war was led primarily by the KMT government. La guerre a été menée principalement par le gouvernement du KMT, tandis que le pouvoir d'après-guerre réside dans le gouvernement de la RPC. Ainsi, les deux gouvernements n'ont pas coïncidé dans la présentation d'un tableau complet des souffrances et de la contre-attaque de la Chine entre 1931 et 1945. Très peu de ces histoires ont été racontées, surtout en anglais. Je pense que les deux gouvernements, en raison de leur propre situation de guerre civile interne, doivent en réalité au monde un compte-rendu complet de la Seconde Guerre sino-japonaise de 1931 à 1945. Cela nous aiderait à mieux comprendre et à attribuer la responsabilité, la culpabilité et la reddition de comptes. Et la réconciliation. Je veux dire, ce qu'il faudrait, ce sont des groupes d'études conjoints pour réconcilier ces différents récits. Et permettez-moi d'ajouter une chose. Je pense que nous devons également faire venir ces chercheurs et intellectuels japonais qui estiment que le Japon est responsable et redevable de ce qui s'est passé pendant la guerre, de la douleur et de la souffrance qu'il a causée. Ces personnes, ces voix morales au Japon, doivent être renforcées, soutenues et intégrées dans un contexte intellectuel et mondial pour que cette histoire soit complète. L'histoire de l'unité 731 a été révélée au monde par un sénateur japonais, et je pense que ce genre d'action, celle de ces âmes vraiment courageuses, nous donne l'espoir que l'histoire finira par raconter le récit complet et véridique. Je crains que la dynamique que nous observons actuellement ne soit déjà en train de dépasser le domaine du travail des historiens. Vous savez, tout chercheur japonais qui tenterait de faire ce que vous avez décrit serait automatiquement attaqué par la droite, ce qui créerait une dynamique politique qui leur profite, et ainsi de suite. Je me demande donc, quel outil politique pragmatique, selon vous, les forces d'opposition au Japon pourraient utiliser dès maintenant pour affaiblir cette dynamique, celle où la droite se renforce, même lorsque la gauche tente de mener un travail de réconciliation. Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que signifie la rectitude politique. Lorsqu'une position est si rigide qu'elle ne tolère aucune déviation, elle devient un outil d'oppression contre ceux qui ont un point de vue différent. Nous avons vu cela dans de nombreuses sociétés et à travers de nombreuses époques. Ce n'est pas une surprise et ce n'est pas différent des autres cas. Mais moi, je suis un optimiste. Je crois qu'il existe encore une petite lumière capable de briller dans la nuit la plus sombre. C'est pourquoi j'apprécie vraiment les positions morales courageuses prises par certains Japonais, car je ne veux pas que les gens détestent les Japonais. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent vraiment faire ressortir la véritable histoire et qu'elles sont hantées par les faits cachés, par le fait que le Japon n'a pas reconnu sa culpabilité ni sa responsabilité pour le traitement incroyablement cruel qu'il a infligé à des peuples du monde entier. Ceux qui en sont hantés doivent être soutenus. S'ils ne le sont pas au Japon, ils peuvent l'être par la communauté internationale dans son ensemble, et je pense, Pascal, que ce que tu fais, je suis un grand admirateur de ton travail. Tu adoptes toujours ce genre de position, non pas, entre guillemets, politiquement correcte, mais moralement juste et historiquement fondée. Nous devons trouver un moyen de ne pas nous entretuer, car si nous ne faisons pas bien les choses, c'est à cela que nous reviendrons. Le problème que je vois actuellement, c'est que cette fracture, ce grand schisme entre la Chine et le Japon, qui semble se rouvrir, ne fait que servir les intérêts de ceux qui cherchent à diviser le monde lui-même. L'Occident, avec Taïwan, le Japon et les États-Unis, contre la Chine et la Russie. C'est donc très regrettable en réalité.
Eh bien, j'ai récemment écrit un article affirmant que nous vivons dans un Yalta 2.0. Si vous vous souvenez de Yalta 1.0, les États-Unis contre l'URSS, qui s'est terminé en 1991, c'était une compétition mondiale entre deux systèmes avec des guerres par procuration dans certains pays, n'est-ce pas? Voilà pour Yalta 1.0. Nous sommes maintenant dans Yalta 2.0. Nous assistons toujours à une compétition mondiale. La force géopolitique dominée par les États-Unis contre la force géoéconomique de plus en plus influencée par la RPC. Et encore une fois, certains pays sont choisis comme point de tension de première ligne pour prouver quel système est le meilleur. Permettez-moi de faire une petite digression. Le Venezuela en est un bon exemple. Il ne s'agit pas du trafic de drogue, il s'agit d'un changement de régime. Un plan visant à modifier le régime, entre guillemets, façon les préférences des États-Unis. Et c'est tout l'objectif. Donc si l'on replace tout cela dans une perspective plus large, je pense que l'Asie du Sud-Est est dans une position légèrement meilleure, car les Asiatiques ont une longue tradition de prise de décision consensuelle au sein de l'ASEAN, du RCEP et dans des discussions plus récentes, à l'exception probablement des Philippines. Les autres pays travaillent tous ensemble et ils sont également plus étroitement liés sur le plan économique avec la RPC. Nous assistons donc à une course entre deux forces qui tirent le monde dans des directions différentes. Dans la mesure où nous permettons aux forces politiques et économiques de dominer, de construire des infrastructures, de développer des réseaux numériques, de créer de nouveaux marchés, des zones franches d'importation et d'exportation, et ainsi de suite, nous pourrions peut-être échapper de justesse à un nouvel holocauste mondial. Mais en ce moment, Takahashi est en train d'allumer une bombe très dangereuse. Peut-être qu'elle ne l'a pas encore allumée, mais elle tient une allumette très, très près de la déclencher. Nous devons calmer la situation et désamorcer les tensions dès que possible. Éloignons-nous du danger immédiat. C'est une menace claire et présente. Puis travaillons à une stratégie compétitive à long terme pour un monde qui ne se détruira pas lui-même. Nous savons déjà que nous avons créé suffisamment d'armes pour tuer le monde plusieurs fois. La prochaine guerre mondiale ne serait pas une guerre avec des survivants. Nous devons nous éloigner de ce destin vraiment sombre et malheureux. Je ne suis pas sûr qu'elle se rende compte à quel point l'allumette qu'elle tient brûle fort. Mais je vais essayer de le découvrir et nous en reparlerons. Johanna, si les gens veulent te suivre, doivent-ils aller sur ton compte X ou bien où devraient-ils te suivre? Je participe généralement à l'émission du dimanche soir d'ICT. C'est probablement là qu'on peut me trouver. Merci beaucoup. Et merci Pascal de toujours choisir les bons sujets, ceux qui méritent d'être discutés à l'échelle internationale. Merci pour cela. Johanna Lay, passez une très bonne soirée. Au revoir.